Oui, je suis très heureux de vous rencontrer et émerveillé d'un public aussi nombreux. Et je suis content de revenir à mon vieux lycée. On m'a remis un questionnaire que j'ai admiré parce qu'il a été préparé par vous. Vous devez avoir ces questions-là toutes prêtes à me poser. Alors, à vous pour commencer. Bonjour. Quels sont les facteurs qui vous ont poussé à entrer dans la résistance? On avait tellement honte d'être occupé par nos ennemis de longtemps que je me suis promis de lutter contre l'occupant. Pour moi, ça a été facilité par le fait qu'il y avait des Polonais qui étaient déjà installés près de Caen depuis longtemps. Les Anglais ont demandé aux Polonais d'organiser des petits groupes. Et c'est comme ça que la résistance a commencé dès la 3e semaine après l'arrivée des Allemands, avec des petits groupes organisés par ce prêtre. Ce Polonais est venu à la maison pour savoir ce qu'on était devenu. Et dans le cours de la conversation, devant ma mère, ils ont dit « André, ça c'est mon prénom, écoutez bien, il faut qu'on tue chacun 3 Allemands avant que la guerre soit finie, si on ne veut pas qu'on ait une deuxième guerre après celle-ci. » Ma mère dit, une fois l'aumônier polonais parti, « Je ne veux pas que tu revoies ce Polonais, c'est pas un prêtre. » Quelques jours après, heureusement, l'aumônier polonais est revenu à la maison et j'étais tout seul. Et alors là, il a dit, écoute, je voudrais bien que tu m'aides. Et donc, c'est comme ça que je suis rentré dans la résistance. J'allais voir le fermier qui était tout à côté de l'aéroport allemand et j'ai demandé au fermier de me donner toutes les nouvelles. Et puis le Polonais m'avait dit, oh ben, ce ne sera pas difficile parce qu'il voit tout ce qui se passe, il comprendra rapidement pourquoi vous venez et vous me répéterez toutes les nouvelles que vous apprendrez de sa part. Les premiers résistants n'ont pas été ceux qui demandaient à faire partie de la résistance. C'était tellement dangereux, il valait mieux que ceux qui recrutaient des futurs résistants ne sachent pas d'où ils venaient. Voilà comment était une carte d'identité sous l'occupation. Et c'était à nous de trouver un nom inconnu. Les choses se sont compliquées parce que bientôt, il a fallu aider des Anglais, des Alliés, qui ne savaient pas le français et auxquels il fallait donner une carte d'identité française. On choisissait évidemment un nom qui pouvait être prononcé par un Anglais, car j'ai aidé pas mal d'Anglais en difficulté, j'en ai jamais rencontré un qui pouvait passer pour un Français. Ou bien il avait encore un accent terrible, ou il ne comprenait rien à la situation. Mais le plus sûr, il était indiqué qu'il était sourd-muet. Ça, c'était épatant. Et la carte portait donc un nom, inventé le plus souvent, ressemblant forcément à un nom français. Mais pour un Anglais qui ne savait pas un mot de français, c'était pas aussi simple que ça. Et je me souviens que la première fois où j'ai aidé un Anglais à reprendre le train pour partir à Paris, et voilà que le pauvre homme devait être fatigué et il s'est endormi pendant le voyage entre Caen et Paris. Il avait sa tête
qui était tombé sur l'épaule de sa voisine, qui était une jeune fille, et quand il s'est réveillé, il a dit « Oh, sorry ». Tout d'un coup, il se rend compte qu'il y avait un Allemand sur le siège face à lui. Et heureusement, l'agent n'avait pas tiqué. Donc, comme vous voyez, ce n'était pas toujours tout gagné. Est-ce que vous en avez vous-même utilisé des photos, enfin des cartes d'identité? Oui. Non, heureusement. Parce que quand c'est arrivé, et j'étais en danger, si bien que le mieux, c'était d'aller me cacher ailleurs. Et j'ai passé 2 ou 3 mois à la campagne pour me camoufler, et c'est quelqu'un d'autre qui a pris ma place pour rassembler les réponses aux questions qu'on nous posait. Aviez-vous conscience des risques que vous preniez pour sauver la France? Ce qu'on risquait, c'était, si on était repéré, être envoyé en camp de concentration. Et puis là, ça pouvait être toutes sortes de choses, mais rien de très agréable. Et donc, il fallait à tout prix essayer d'y échapper. Vos proches étaient-ils tous au courant de votre activité de résistance ou ceux-ci devaient-ils rester secrets? Il ne fallait rien dire à sa famille. C'était plus sûr si personne dans la famille ne savait que vous faisiez partie de la résistance. Et ça, c'était mon cas. Et ce n'est qu'après la guerre que mon père a su que j'avais aidé des alliés de toutes sortes de manières, y compris rassembler des renseignements sur les Allemands eux-mêmes et renseigner les Alliés des défenses qu'ils trouveraient le long des plages au moment du débarquement qu'on attendait tous et qui n'est venu finalement qu'au bout de 4 ans. Alors, quelle mission secrète avez-vous effectuée le jour du débarquement? Alors, on attendait évidemment cette date-là avec impatience et le soir, vers 7 heures à peu près, 7 heures du soir, le 5 juin 1944, j'ai entendu le premier message qui était une phrase et qui indiquait que le débarquement était imminent. Et à 3h30 du matin, voilà ma mère qui sort de sa chambre, qui dit « Mais alors cette fois, c'est sûr ». Alors je ne pouvais même pas lui dire oui, et j'ai simplement dit « On ne sait pas ce qui se passe, mais ça pourrait bien être ça. En tout cas, faisons cuire quelque chose et mettons de l'eau potable dans des bouteilles parce que, je dis à ma mère, tu te rappelles, quand il y a un gros bombardement, souvent l'électricité est arrêtée. Et on a bien fait parce que à 4 heures cette fois, et peu à peu, il n'y avait plus ni électricité, ni gaz, ni eau. C'est difficile à croire, mais l'eau, le gaz, l'électricité n'est revenu qu'en décembre. Il a fallu attendre tous ces mois parce que Caen a été tellement démoli et on ne pouvait pas ramener des tuyaux tant que les décombres étaient nettoyés. Les premiers bombardements ont apparu comme quelque chose d'effroyable. Parce qu'ils ont eu lieu la nuit, des avions par centaines arrivaient, lâchaient des fusées lumineuses et aussitôt après, comme on voyait comme en plein jour, c'était des bombes qui tombaient et c'était 1000 avions, des avions au double fusage
qui arrivait. Donc ça a duré 45 minutes et on croyait que c'était fini après ça. Un quart d'heure après, ça recommençait. Donc dès que les bombes ont un peu arrêté, on s'est jeté dans la ville, mais qui commençait à brûler partout. Et on a essayé de sortir le plus grand nombre possible, et non pas sur des brancards, mais le plus souvent en les portant sur des volets, n'importe quoi. Je n'avais jamais vu autant de blessures, des blessures effroyables, et le courage que ces gens-là ont eu, et surtout ceux de la clinique qui était près du port, ces blessés-là se sont trouvés écrasés par 2 étages au-dessus d'eux, et ils étaient tellement resserrés en dessous qu'on a eu beau casser le béton en façade, il n'y a rien eu à faire pour les sortir avant que l'incendie les ait fait mourir. Une fois que l'incendie s'est trouvé arrêté, comme il n'y avait plus rien à manger et que c'était très difficile d'aller dans la campagne pour récolter quelque chose de mangeable, il fallait trouver de la nourriture absolument partout où on pouvait pour sauver ces gens-là. Une photo qui parle toute seule. Ceux qui avaient quitté les camps sous les bombardements, quand ils revenaient, ils ne trouvaient plus de maison. S'ils trouvaient un reste de maison, c'était souvent comme ça. Et il y en a qui sont restés tout l'hiver dans leur maison pour pas qu'elles soient prises par d'autres. Des maisons qui n'étaient pas trop démolies, elles auraient pu être encore confortables s'il y avait eu des carreaux. Mais il n'y avait plus de carreaux. La première chose qui arrivait, c'était le souffle qui faisait éclater les carreaux. Et mes parents, par exemple, ont vécu les 2 premiers hivers avec du papier transparent que peu à peu ils ont trouvé pour calfeutrer un peu la maison. Et ça n'a été réparé que 3 ans après. Moi, j'ai eu une chance extraordinaire. Comme je suis allé au-devant des Anglais avant qu'ils arrivent à rentrer dans le camp, au bout de 3 kilomètres, j'ai vu une petite patrouille anglaise. Ils m'ont fait signe de venir et, voyant que je parlais anglais, ils disent on amène des officiers, peut-être vous pouvez être son interprète et on va d'abord vous amener jusqu'au centre de camp et on choisira un hôtel. Mais j'ai dit quel hôtel? Ah ben, l'hôtel d'Angleterre, qui est le plus confortable. Ben je dis, je veux bien, mais vous auriez bien fait de ne pas le démolir en avant. Et deuxième question qu'il me pose, il dit, où est-ce qu'on peut prendre des douches? Oh, je dis, écoutez, c'est une question bizarre, parce que ici, vous n'avez pas trouvé une seule personne qui ait pu se laver depuis 2 mois. Et là, on a fait la tournée des endroits qui avaient été occupés par les Allemands, qui étaient vides, et ils ont choisi une maison tout près de l'église Saint-Nicolas, pour ceux qui connaissent. Alors il dit, demain 9h, on ouvre les bureaux ici et on recevra tous les Français qui ont besoin d'aide. J'ai le brassard bleu, blanc, rouge pour indiquer que j'étais français. Dès qu'on arrivait dans un endroit qui venait d'être libéré, les Anglais m'envoyaient devant pour essayer de trouver les survivants. Voilà ce que représente cette photo-là. J'étais donc camouflé et secrètement attaché aux troupes anglaises. Et vous avez bien de la chance
de ne pas avoir vécu cette période que j'ai essayé de vous expliquer un peu. Lorsque De Gaulle a dit « Il serait temps de changer notre attitude vis-à-vis des Allemands ». On a été les pires ennemis des Anglais pendant des siècles, et maintenant, ça a été nos meilleurs alliés pendant la Première Guerre et pendant celle-ci. Ça nous paraissait horrible. J'ai réfléchi, j'ai dit, bon, je peux peut-être essayer au moins que mes enfants ne gardent pas la haine que j'avais encore, même 15-20 ans après, que j'avais contre les Allemands. Et donc, j'ai essayé de ne pas montrer ma haine, que j'avais gardée trop longtemps, et j'ai dû réussir trop bien, parce que mon fils aîné a épousé une Allemande. Et après tout, ben, c'est pas plus mal.